Cher Monsieur Tenzer, chers invités, au nom du comité de notre association pour la paix et contre la guerre Ad Pacem Servandam, je vous souhaite tous la bienvenue à cette conférence. Le monde occidental et l'Europe, si nous parlons du point de vue de la démocratie, sont plus faibles que nous pensons et que nous voulons souvent admettre. Chaque jour, nous pouvons le constater par le va-et-vient des responsables politiques européens et autres qui ne savent pas comment intervenir pour arrêter, par exemple, l'agression militaire de la Russie contre le peuple ukrainien, comme c'était avant l'agression de la Russie contre le peuple syrien. Les crimes perpétués par la Russie contre la Syrie et l'Ukraine suffisent largement pour condamner le régime poutinien de crimes contre l'humanité et de génocide. Or, depuis des décennies, si je commence à partir de la guerre de Tchétchénie, il n'en est rien. Il y a quelques instances qui le disent que c'est du génocide ou des crimes de l'humanité, contre l'humanité, mais rien ne se passe. Comment comprendre que nos démocraties occidentales, qui se disent porteuses des droits de l'homme et de leur défense, comment comprendre que nos démocraties continuent à le dire alors que devant nos yeux, ce n'est pas le cas? Et depuis des décennies aussi, nous clamons haut et fort qu'il ne faut plus avoir d'autres Auschwitz. Comment en sommes-nous arrivés là, à ce point, après l'horrible guerre de la Deuxième Guerre mondiale, l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale? Pour aborder ces questions et la situation européenne actuelle, où peut-être se joue aussi le reste d'humanité, notre comité a décidé d'inviter M. Nicolas Tenzer. Je vous remercie, M. Tenzer, d'être venu au Luxembourg, d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes connu pour dire des vérités que beaucoup ne disent pas, et aussi de nommer les responsables, et à faire des analyses pertinentes qui dévoilent les mauvaises politiques et les responsabilités camouflées de notre guerre. Est-ce que le retour du crime de masse voudrait dire que l'histoire se répète? Ce que beaucoup disent ne pas être possible, car le monde occidental serait mu par une dynamique du progrès. Je pense que vous êtes compétent, M. Tenzer, pour nous éclairer sur le thème de cette conférence, qui est notre guerre et le retour du crime de masse. La liste des livres que vous avez publiés le démontre, que vous en êtes compétent. Nous en avons 3 aujourd'hui. Les valeurs des modernes, qui est paru en 2003. Quand la France disparaît du monde, en 2008. Et le dernier, c'était l'année dernière, Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique. Si quelqu'un de vous, après, voudra l'acheter ici, avec une dédicace de M. Tenzer, c'est possible. Au milieu de notre conférence, nous allons donner la parole aussi au public, de poser des questions, s'il y en a. Et de même, à la fin de la conférence, il y aura la possibilité, si vous avez des questions, à les poser. Alors maintenant, on va dire quelque chose qui n'était pas prévu jusqu'à il y a quelques heures. Parce qu'il y a quelques heures, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Notre ami Alexei Savkevitch, que nous avons invité il y a quelques années ici avec notre association au Luxembourg, vient de mourir au front, près de Dnipro. Il a été tué. Et je suis vraiment dans le deuil, mentalement, spirituellement, je suis dans le deuil. Et je voudrais donner la parole un moment à Natacha, qu'il connaît bien, pour vous dire qui était Alexei. Beaucoup de vous rappellent peut-être d'Alexei, qui est venu avec sa fille pour faire un concert de bienfaisance, pour récolter l'argent d'un petit groupe de musiciens pour organiser des festivals ukrainiens à Avdiivka. Avdiivka, en ce moment, elle est rasée et malheureusement, Alexei vient de partir aussi. Et les morts comme meurent chaque jour de cette terrible guerre, beaucoup de militaires et aussi des civils. Et je propose de commencer notre session par une minute de silence pour commémorer pas seulement une seule mort concrète, mais tous les morts des gens innocents qui se passent en ce moment en Ukraine.
Je vous remercie. Monsieur Tenzer, je vous laisse maintenant la parole pour votre conférence. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, merci à M. Pantaloni de son invitation. Et j'allais dire malheureusement, effectivement, l'assassinat d'Alexeï, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, et c'était un assassinat, était une introduction en fait un peu à ce que je voulais dire au début. Vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, la guerre russe contre l'Ukraine, c'est d'abord une guerre qui tue massivement, délibérément. C'est une guerre qui tue des civils et des militaires. C'est une guerre qui tue des enfants, probablement des milliers, qui tue des femmes, qui tue des hommes, uniquement parce qu'ils sont ukrainiens. De la même manière que jadis, les nazis tuaient les juifs parce qu'ils étaient juifs, ou que, encore avant d'ailleurs, les Turcs tuaient des Arméniens parce qu'ils étaient arméniens, ou que les Hutus au Rwanda tuaient les Tutsis parce qu'ils étaient Tutsis. C'est une guerre d'extermination que livre aujourd'hui la Russie contre l'Ukraine. Effectivement, vous avez rappelé, et vous avez eu, je dirais vraiment raison de le dire, la Russie, depuis 25 ans, pour ne pas remonter à la période d'avant, on pourrait aussi remonter aussi à la guerre d'Abkhazie 92-93 avec un nettoyage ethnique déjà contre le peuple géorgien. Mais en tout cas, depuis 25 ans, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir en Russie, ce sont des centaines de milliers de vies qui ont disparu du fait de cet État. Des centaines de milliers de vies en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie, où je le rappelle toujours, la Russie a tué plus de civils syriens que même Daesh n'en a tué. En Ukraine, depuis 11 ans, puisque la guerre a commencé, il faut le rappeler toujours, en 2014, par l'invasion, la soi-disant annexion de la Crimée et l'invasion du Donbass. Et il faudrait évidemment se garder d'acheter la fiction que l'on voit parfois trop répandue dans les médias de soi-disant séparatistes. En réalité, vous avez eu dès 2014 des Russes qui sont pénétrés dans le Donbass, qui ont là aussi assassiné déjà 14 000 personnes entre 2014 et le début de la guerre totale le 24 février 2022. Donc c'est une longue litanie de crimes. Et ces crimes, malheureusement, ont chaque fois des visages. Il y a celui d'Alexeï, et puis de tant d'autres, certains d'entre nous connaissons, malheureusement. D'autres, nous avons conté des histoires, des rencontres aussi avec des gens que je connaissais, parce que j'échangeais avec eux sans les avoir vus, et puis que je devais voir, et que je ne verrai jamais, que nous ne verrons jamais. Et puis ce sont aussi, au-delà de ces meurtres directs, des mutilations. L'Ukraine est un pays de mutilés, de militaires qui ont perdu leurs bras, leurs jambes, leurs yeux, leur visage, mais aussi de civils. De civils qui sont délibérément pris pour cible dans les bombardements. Là aussi, pas du tout des dommages collatéraux ou des erreurs, mais délibérément pris pour cible dans les bombardements, sur les immeubles d'habitation, sur les marchés, sur les hôpitaux, les maternités, les aires de jeu, les gares. C'est ça ce que fait la Russie aujourd'hui. Et dans les zones occupées, il faut aussi le rappeler, dans les zones occupées par la Russie, à peu près 19% du territoire ukrainien, à quoi assiste-t-on quasiment tous les jours? À des viols de masse, parce que le viol est aussi une arme de guerre, à des tortures. Dans chaque village conquis par les Russes, ce sont des chambres de torture qui sont installées par la Russie, à des exécutions sommaires, parfois d'enfants, devant les yeux de leurs parents,
tout ceci étant parfaitement documenté. Et ce sont enfin des enfants ukrainiens qui sont déportés en Russie, des dizaines de milliers, déportés en Russie pour être soutirés de leurs parents, de leur famille, pour être russifiés, pour certains d'ailleurs préparés à la guerre qu'ils livreront un jour contre leur propre peuple, dont on supprime l'identité, dont on anéantit l'histoire. Et il faut le rappeler, en vertu de la Convention du 9 décembre 1948 contre la répression et pour la prévention des crimes de guerre, des crimes de génocide, pardon, il s'agit d'un acte de génocide. En fait, les 4 catégories de crimes qui ont été établies lors du procès de Nuremberg contre les dignitaires de l'Allemagne nazie et qui sont après passés dans le droit international, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et le crime d'agression, 4 catégories de crimes imprescriptibles, ont été commis par la Russie. Et je parlais tout à l'heure du bombardement systématique, volontaire, délibéré des hôpitaux, des écoles et des marchés. C'est quelque chose que nous avons déjà connu de la part des mêmes Russes en Syrie. Là aussi de manière systématique. Et comme si ce n'était pas assez, parfois vous avez, lorsque des immeubles d'habitation, des écoles, des marchés, etc. sont bombardés, des sauveteurs qui arrivent pour sauver, pour nettoyer les décombres, pour essayer de trouver encore quelques signes de vie au milieu de ces décombres. Et les Russes pratiquent, en Syrie comme en Ukraine, ce qu'on appelle la deuxième frappe, pour faire encore plus de morts. C'est-à-dire que non seulement les premières victimes ont été mutilés ou tués, mais après ce sont les sauveteurs mêmes qui sont à leur tour attaqués. Et ça c'est quelque chose aussi qui est répété systématiquement, ajoutant à chaque fois le crime au crime, l'abomination à l'abomination. Donc cette réalité-là, première, je crois qu'il faut la dire. Une autre réalité, c'est que systématiquement, et cela accrédite ou renforce encore plus la thèse du génocide. Systématiquement, ce sont aussi le patrimoine culturel, et parfois d'ailleurs aussi cultuel, donc les églises notamment, qui sont visées délibérément par la Russie. Des inventaires ont été connus de tout ce qui avait pu être fait, donc de ces églises, de ces monuments, de ces vieilles demeures, de ces cimetières aussi très souvent, des cimetières orthodoxes, chrétiens, des cimetières juifs, des systèmes musulmans, des cimetières musulmans qui ont été systématiquement, là aussi, pris pour cible par les frappes russes, là aussi avec une volonté d'anéantir tout simplement le peuple ukrainien, sa culture, son existence même. Et à l'intérieur même de l'Ukraine, qui est un pays, il faut le rappeler, multiethnique, multiculturel, une population en particulier est encore, pas plus, mais également, prise pour cible. Ce sont les Tatars de Crimée. Les Tatars de Crimée, une population musulmane, qui avait été déjà déportée massivement et exterminée par Staline en 1944, eh bien cette population-là, en Crimée aussi, est prise systématiquement pour cible. Dès 2014, avec là aussi des arrestations, des déportations, des exécutions, mais aussi une volonté de faire disparaître, d'anéantir le patrimoine culturel propre des Tatars de Crimée, qui est une partie intégrante du peuple ukrainien. Et ça aussi, c'est totalement systématique, délibéré, documenté. Et si ce n'était pas encore assez, vous savez que la Russie fait également des prisonniers de guerre.
Et vous avez donc des prisonniers de guerre ukrainiens qui sont emportés, qui sont amenés en Russie. Et là aussi, alors certains sont exécutés sur place, directement, violant ainsi totalement les conventions de Genève, et d'autres qui sont amenés, sont systématiquement torturés, affamés. Et on voit certains qui ont pu être libérés, parce qu'il y a quand même eu des échanges de prisonniers, parce que l'Ukraine tient à chaque vie humaine, et donc elle est obligée de négocier des échanges de prisonniers avec la Russie. Et puis quand ils reviennent, on les voit, certains hagards, parce qu'ils ont subi des traumatismes tellement insupportables, qu'ils ont parfois perdu l'esprit ou la parole, d'autres non. Mais eux, ils ont perdu 30 kilos. On voit les traces sur leur corps de l'ensemble des sévices qui ont été infligés. Et donc vous aviez évoqué effectivement ce plus jamais ça que l'on a évoqué après Auschwitz, qu'on a évoqué après Srebrenica, qu'on a évoqué après les autres massacres de masse qui ont parcouru le XXe siècle. Et bien là, au XXIe siècle, on assiste exactement à la même chose, à la volonté d'anéantissement total d'un peuple, de manière, là aussi, systématique, sans aucun respect. Et devant tout cela, vous avez eu, et vous avez encore, me semble-t-il, un certain silence. Je fais partie de ceux qui alertent sur le danger et les pratiques de la Russie depuis 20 ans. Depuis 20 ans, j'explique que c'est un État avec lequel il n'est pas possible de trouver le moindre compromis, avec lequel il n'est pas possible de négocier. Rappelez-vous d'ailleurs la manière dont Poutine est arrivé au pouvoir en 1999. Il était à l'époque Premier ministre. Et il allait se présenter à la présidence pour remplacer Boris Eltsine. Mais il n'était pas totalement sûr de son fait. Il craignait de ne pas être élu. Et qu'est-ce qu'il a fait pour essayer de ressouder la nation contre lui, autour de lui? Normalement, la nation aurait dû être contre lui, d'ailleurs, évidemment, si c'était un peuple digne et noble. Mais bien, il a déclenché la Seconde Guerre de Tchétchénie. Et qu'est-ce qui était à l'origine de cette Seconde Guerre de Tchétchénie? C'était, soi-disant, dans la phraséologie de Poutine, les terroristes tchétchènes. 3 immeubles d'habitation dans la région de Moscou avaient été détruits. À peu près 300 victimes. Et Poutine, immédiatement, a dit « Ah, les terroristes tchétchènes, c'est eux qui ont fait ça, et il y a eu cette phrase célèbre que je cite, pardon, elle n'est pas très plaisante, il faut poursuivre les terroristes jusqu'aux chiottes. » Sauf que la réalité était tout à fait différente. La réalité est que ce sont les gens du FSB, les services de sécurité russes, qui ont en fait exploser ces immeubles pour donner à Poutine un prétexte pour déclencher cette guerre. Et donc la naissance même, si vous voulez, du régime russe actuel est une naissance sanglante où vous avez eu donc des services secrets qui n'ont pas hésité à liquider, à assassiner 300 des leurs pour permettre au mafieux Poutine d'arriver au pouvoir. Le mafieux Poutine, certains d'entre vous ont peut-être lu le livre de la journaliste britannique Catherine Belton, qui s'appelle Putin's People, donc les hommes de Poutine, qui est un ouvrage qui retrace toute la généalogie de sa carrière. Avant, vous le saviez, c'était un homme du KGB à Dresde. Et à Dresde, l'un des objectifs, bien évidemment, de ce qui était à l'époque la RDA, c'était de déstabiliser la RFA. Et Poutine lui-même a eu un rôle assez intéressant à ce moment-là, qui a consisté à fournir des renseignements
et vraisemblablement des armes à un groupe qui s'appelle la Rote Armee Fraktion, donc la fraction armée rouge, autrement dit la bande à Bader, donc organisation terroriste allemande, qui a commis des attentats sur le sol allemand. Et donc vous voyez bien aussi que l'origine de cet homme est d'une origine déjà sanglante. Et puis après la guerre, il s'est associé évidemment à tous les petits mafieux des bas-fonds de Saint-Pétersbourg, tous ces mafieux qui pratiquaient le trafic de femmes, le trafic de drogue, le trafic d'armes, etc. Puis il a monté, il est devenu un des collaborateurs du maire, qu'il a d'ailleurs après amèrement regretté, Anatoly Sobchak, maire de Saint-Pétersbourg. Et donc là aussi, vous voyez bien que l'origine, je dirais, de ce Poutine, de soi-disant le président Poutine, moi je n'appellerai jamais le président Poutine, je l'appellerais plutôt l'espèce de Totorina, pour ceux qui sont familiers avec les histoires de la mafia sicilienne. Totorina qui était un des mafieux les plus célèbres et un des plus sanglants, effectivement, d'Italie. En fait, c'est ça, la réalité de ce régime. Régime fondé sur le sang, régime fondé également sur la prédation des richesses. On parlait de la corruption à l'époque Helsinki, qui existait évidemment de manière massive, mais Poutine n'a fait que multiplier la corruption à l'intérieur de la Russie et n'a pas arrêté en fait de faire aussi le malheur de son propre peuple. Donc voilà, l'origine effectivement par laquelle je souhaitais effectivement commencer, c'est effectivement le crime de masse. C'est ce crime dont il faut parler et dont je regrette personnellement que la plupart des dirigeants ne parlent pas. Moi je me rappelle en France, en 2018, je faisais partie de ceux, nous n'étions pas très nombreux, à appeler au boycott de la Coupe du Monde de football qui se tenait en Russie en 2018. Et nous avions dit, mais comment est-ce possible d'accepter d'aller, et notamment pour les dirigeants occidentaux, d'aller en Russie, serrer la main de Poutine, d'aller tutoyer M. Poutine, d'aller, comme certains l'ont fait, le féliciter pour l'extraordinaire organisation de ces Coupes du Monde, alors que les clameurs des supporters, en fait, réduisaient au silence le cri des victimes. Et ça, c'est la réalité, effectivement, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a eu une sorte de blanchiment. Et rappelez-vous, effectivement, ces dirigeants occidentaux, 2018, absence d'intervention lorsque la Russie a capturé 20% du territoire géorgien, concrètement l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Absence de réaction en Syrie en 2013, quand l'allié de Poutine, Bachar el-Assad, gazait son propre peuple, Obama refusant de mettre en application les lignes rouges qu'il avait lui-même édictées. 2014, absence d'intervention évidemment en Ukraine. 2015-2016, époque effectivement du siège, puis de la chute d'Alep, alors que nous étions nombreux, en France, en Europe, aux États-Unis même, à demander que soit mise en place une zone de non-survol. Absence totale. En 2009, pourtant, un an après la Géorgie, vous avez eu le reset, donc rétablissement des relations, enfin rétablissement, elles n'étaient pas interrompues sur le plan diplomatique, mais nouveau départ. Il y avait le bouton, vous savez, hein, vous aviez Mme Clinton, secrétaire d'État, et M. Lavrov, l'indéboulonnable Lavrov, criminel, appuyant sur le bouton du nouveau départ pour les relations américano-russes. Et puis vous avez eu, en 2000, évidemment, 2000 à partir de 2017 aussi, en France, le projet d'architecture de sécurité et de confiance, le terme exact, confiance, avec la Russie, pour essayer de réengager la Russie. Entre-temps, vous avez eu la complicité des Allemands, un peu des Français d'ailleurs aussi à l'époque. C'était l'époque d'un autre gouvernement, l'époque concrètement Sarkozy-Fillon en France, et puis c'était l'époque de Mme Merkel également. Vous avez eu ce projet de gazoduc Nord Stream 2, rappelez-vous aussi, qui aurait mis encore plus l'Allemagne sous la dépendance du gaz russe. Et on avait l'ancien chancelier à l'époque, Gerhard Schröder, qui était un des hommes de Poutine là-bas, conseil d'administration de Gazprom, présent dans le conseil de plusieurs sociétés russes. Donc vous avez eu une sorte de longue complicité. Là, je pourrais parler pendant une heure des complicités multiples. Complicité avec ce régime, malgré les crimes de masse qu'il avait déjà commis. Et en 2014, 2022 encore, certains disaient
mais peut-être qu'il faut discuter avec Poutine, peut-être qu'il faut apporter des garanties de sécurité à la Russie, peut-être que nous-mêmes, après tout, on a été coupables. Et puis on ressurgit effectivement tous les vieux poncifs de la propagande russe. Oui, mais l'OTAN s'est élargie, il y avait des promesses de ne pas l'étendre. Promesses qui n'ont jamais existé, d'ailleurs pour une raison très simple, c'est que tout simplement, à l'époque où soi-disant les promesses auraient été faites, l'URSS existait encore. Enfin bon, donc je veux dire, c'était complètement des absurdités qui ont été à un certain moment évoquées, puis certains qui ont dit, oui, mais peut-être qu'il faudrait quand même reconnaître qu'effectivement, il faut comprendre les Russes. Ça a donné d'ailleurs un terme en allemand, je pense que vous parlez pour la plupart allemand, dans le Luxembourg, le terme de Putin-Versteher. Putin-Versteher, Verstehen, Poutine, c'est voilà, comprendre, monsieur Poutine, comprendre effectivement, soi-disant, ce sentiment d'encerclement. Alors même, il ne faut pas l'oublier, que l'Ouest n'a pas arrêté de tendre la main à Poutine. 97, ça a été le moment de l'acte unique, où vous avez, je suis allé au siège de l'OTAN, à Rennes, vous savez, en Belgique, vous avez la grande photo entre le secrétaire général de l'OTAN de l'époque et Boris Yeltsin. Donc avec cet accord entre l'OTAN et la Russie qui s'est poursuivi, entendez-vous bien, jusqu'en 2014, malgré la Géorgie. Vous avez eu, les anciens de l'Union européenne le savent aussi, une politique de l'Union européenne qui s'appelait la Russia First Policy, donc Russie première, donc priorité accordée à la Russie. Et je me discutais avec des gens qui étaient responsables de cette politique à l'époque. Ils allaient très souvent en Russie, ils allaient 6 fois par an quasiment en Russie pour discuter avec les Russes. Ils n'allaient même pas 1 fois par an en Ukraine et en Géorgie. Comme s'il y avait une sorte de fascination, comme le disait ma collègue et amie Elsa Vidal, fascination russe qui avait imprégné une partie des élites françaises, allemandes, américaines et de quelques autres pays. Et tout ça, effectivement, les crimes ont chaque fois été complètement bannis. Et donc aujourd'hui, que se passe-t-il ? Alors, que se passe-t-il plus exactement depuis le 24 février 2022, que je décris effectivement dans ce livre, Notre guerre, où j'essaye d'évoquer effectivement tout cela et de remettre ça dans une perspective longue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Certains ont dit « Ah, ça y est, le 24 février 2022, donc date de l'invasion totale de l'Ukraine, de la guerre totale, que j'appelle guerre d'extermination, que la Russie a livrée à l'Ukraine, il y a eu une sorte de réveil. » C'est ce que certains disent. Petit réveil. Nous restons encore aujourd'hui dans une forme de somnolence, comme si c'était un réveil et qu'après 3 ans, nous n'avons pas encore pris notre petit déjeuner, le café matinal, pour être pleinement réveillés. Parce que nous avons aidé l'Ukraine, oui. Enfin, quand je dis nous, ce sont les pays démocratiques, occidentaux, que ce soit les États-Unis, le Canada, un peu le Japon, l'Union européenne, bien sûr. Oui, nous avons fourni des aides à l'Ukraine, nous avons en partie sanctionné, en tout cas nous avons augmenté les sanctions à l'encontre de Moscou, mais nous sommes toujours restés à mi-chemin. Ça, c'est la première réalité. Nous sommes restés à mi-chemin. Les Occidentaux, donc essentiellement, disons, Américains et Européens, pour faire bref, ont donné à l'Ukraine un certain nombre d'armes pour éviter que la Russie ne puisse complètement conquérir l'Ukraine. Nous avons donné aux Ukrainiens certains, je dis bien certains, pas les, certains moyens pour se défendre. Mais combien, de manière, rappelez-vous, tellement lente, progressive. Rappelez-vous le début de la guerre totale. Il y avait eu ce débat complètement surréaliste, et en fait assez infâme. Il ne fallait pas donner, soi-disant, à l'Ukraine des armes offensives. Il fallait lui donner des armes défensives. Outre qu'on ne voit pas très bien toujours la distinction entre les deux, mais il ne fallait absolument pas, effectivement, risquer quoi ? Rappelez-vous les termes utilisés par les dirigeants occidentaux, ayant suivi ça, évidemment, au quotidien depuis 2014, je peux vous le dire, mais même depuis au début de 2022. Il ne fallait pas risquer l'escalade. L'escalade, oui. Qui escalade dans cette histoire ? Qui commet les crimes que j'ai rappelés tout au début de mon propos ? Il ne
ne fallait pas risquer l'escalade. Il ne fallait pas risquer aussi, je me rappelle une discussion que j'avais eue avec Jake Sullivan au sommet de l'OTAN, à Vilnius, en juillet 2023, Jake Sullivan, le conseiller national de sécurité de Joe Biden à l'époque, qui disait, oui, mais il ne faut pas risquer une guerre entre l'OTAN et la Russie. Et puis vous avez aussi tout le récit, que j'ai des chiffres aussi un peu dans ce livre, sur, oui, mais qu'on entend toujours, il ne faut pas risquer de troisième guerre mondiale. Et si on répond trop à la Russie, vous risquez le... Bon, d'où viennent ces récits? Du livre de recettes du Kremlin. La réalité, c'est que vous avez en fait deux types de propagande du Kremlin. Vous avez ce qu'on pourrait appeler la propagande dure, où là, effectivement, il n'y a que les abrutis qui la croient. Oh, les nazis à Kiev, il faut dénazifier l'Ukraine. Ah bon, la folie absolue, enfin la débilité profonde. Donc ça, vous pouvez très bien avoir. Mais vous avez aussi le propos beaucoup plus mesuré, apparemment, qui consiste à dire c'est la faute de l'OTAN, ou bien si on répond trop vite, on va risquer effectivement la catastrophe nucléaire. Et petit à petit, les esprits d'un certain nombre de dirigeants occidentaux, et je ne parle pas du grand public, ont été gagnés par ces récits. Et c'est ça qui me paraît inquiétant, c'est-à-dire que nous nous sommes en quelque sorte auto-dissuadés. Et puis il y avait un moment où on a complètement, enfin les dirigeants ont complètement acheté les lignes rouges ou les prétendues lignes rouges de la Russie. Ah, il ne faut pas toucher à la Crimée. Les Ukrainiens l'ont fait, avec grand succès. Est-ce qu'il y a eu une catastrophe nucléaire, une accélération? Non. Et puis vous avez eu un autre discours. Mais si on frappe sur le sol russe, eh bien là, ça y est, l'Europe va partir, voilà, le feu nucléaire va être déclenché. Les Ukrainiens l'ont fait, le font avec une grande adroitesse de plus en plus, et ils ont raison. Je regrette que d'ailleurs qu'on ne les aide pas plus à le faire, mais ils le font par eux-mêmes, par leur intelligence, leur ingéniosité technologique. Chaque fois que je suis retourné en Ukraine, depuis le début de la guerre totale, 5 fois, j'ai pu d'ailleurs mesurer cette intelligence extraordinaire des Ukrainiens. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et puis vous avez maintenant un autre discours, très insidieux, qui prolifère, qui est repris parfois en conscience, parfois, il faut le dire, involontairement, par ignorance, par un certain nombre de journalistes. La Russie est trop grande pour pouvoir tomber. Too big to fail. La Russie, qu'est-ce que c'est que ce misérable petit pays? Ce misérable petit pays voué à un déclin certain d'ici 10, 20, 30 ans, je ne sais pas, personne ne peut savoir exactement. Personnellement, dans un autre ouvrage en 2011, début 2011, je disais que de toute manière, quand vous regardez l'économie, la démographie déjà à l'époque, il était clair que ce pays allait s'effondrer. Quand vous voyez aujourd'hui la situation de l'économie russe, alors même que nous ne sommes pas, malheureusement, notre irresponsabilité et notre culpabilité, au plein des sanctions contre la Russie, que vous voyez un taux d'inflation réel à 20%, chiffre officiel 8,9%, quand vous voyez un taux directeur de la Banque centrale russe, 21%, qui fait que les prêts pour les entreprises et les particuliers, c'est entre 25 et 30%, quand vous voyez l'état des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, un des pays les plus atteints pendant la crise de la Covid-19 d'ailleurs, parce que le système hospitalier russe est totalement dégradé, on préférait donner ça aux oligarques qui ont mis leur fortune à l'étranger. Eh bien, vous voyez que ce pays n'a vraiment aucune chance. Je ne me réjouis pas d'ailleurs pour le peuple russe, pas la question. Et que les Ukrainiens ne peuvent pas l'emporter, c'est le deuxième discours. Alors, la réalité, c'est que quand vous voyez ce que font les Ukrainiens, l'année dernière, la Russie, parce que nous n'avons pas livré assez d'armes, a remporté, a gagné, a conquis 3865 km² du territoire ukrainien, 0,6% du territoire ukrainien.
Si ça devait continuer à ce rythme, il y a un think tank qui a chiffré les choses, il faudrait 80 années à la Russie pour conquérir l'Ukraine. Quand vous voyez, là peut-être effectivement certains disent que c'est la fin parce qu'il y a eu cette rupture du renseignement américain, pendant 8 mois, les Ukrainiens ont réussi à capturer, contre cette soi-disant seconde armée du monde, le territoire russe de Koursk. C'est quand même un truc qui est extraordinaire. Quand vous voyez les succès des drones ukrainiens, l'année dernière, 1,5 million de drones ukrainiens produits. Cette année, ce sera 3 millions. De 30 000 drones à longue portée, plus 4 000 missiles. Et ça, ce sont les Ukrainiens qui l'ont fait par eux-mêmes. Pas par l'aide étrangère. Donc je veux dire, vous n'avez pas de raison de penser que l'Ukraine puisse être défaite. Mais effectivement, ça suppose que nous allions un tout petit peu plus loin, nous, dans notre aide. Et ça suppose aussi, penser à cette irresponsabilité. Je reviens une seconde sur la question des sanctions. Parce que effectivement, je me rappelle déjà toute la propagande sur les sanctions en 2014 déjà. Et là aussi, vous avez une propagande invraisemblable. Oui, les sanctions, ça nuit à nos agriculteurs, à nos producteurs, à nos industriels. Vous avez vu ça dans beaucoup de pays européens, en France notamment, mais pas uniquement. En réalité, absolument pas. Il y a eu certains déplacements, oui, mais il n'y a pas eu de nuisance globale à long terme de ces sanctions très faibles en 2014. Puis après, ça a été la même chose en 2022, 2023, 2024. Mais aujourd'hui, vous savez encore que l'Europe continue d'importer du gaz naturel liquéfié russe, plus un certain nombre de produits de matières fissiles. Que l'Europe n'a pas mis en place de sanctions secondaires, ce qu'on appelle sanctions secondaires ou sanctions extraterritoriales, à l'écart d'un certain nombre de pays, Inde, Émirats, Chine notamment, qui continuent de commercer avec la Russie. On sait aussi que par le biais d'un certain nombre de pays, notamment le Kazakhstan et le Kirghizstan, vous avez des produits avec des composants à double usage, ce qu'on appelle à double usage, occidentaux, européens ou américains, qui continuent de parvenir en Russie. La réalité est que nous ne sommes pas sérieux. Et donc aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un tournant pour une raison simple. Je voudrais terminer peut-être sur ces considérations pour après qu'on ait un échange. La nouveauté, vous l'aurez sans doute remarqué, c'est effectivement l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donald Trump donc, est arrivé le 20 janvier et ce que l'on sait de Donald Trump, c'est plusieurs choses. D'abord, premièrement, des liens très anciens, notamment sur le plan financier, avec la Russie, qui date d'avant le régime de Poutine d'ailleurs, hein, soyons parfaitement clairs là-dessus. Que plusieurs fois les Russes ont sauvé M. Trump, ou en tout cas l'empire immobilier de M. Trump, d'une faillite totale. Donc il y a beaucoup, oui, très redevables, hein, sans imaginer d'autres choses, comme des vidéos, d'autres choses pareilles, mais ça je ne veux pas en parler, je ne pense pas que ce soit d'ailleurs l'essentiel, vu la réputation de M. Trump en ce domaine. Mais il y a autre chose qui me paraît peut-être encore plus inquiétant quand on voit aussi bien Trump, J.D. Vance et un certain nombre d'autres personnages de l'équipe actuelle, c'est la connivence idéologique totale entre Trump et l'idéologie poutinienne. L'un et l'autre ne font pas la différence entre les victimes et les coupables, entre l'agresseur et l'agressé. Le droit international n'importe ni pour l'un ni pour l'autre. Le droit d'ailleurs intérieur non plus, hein, soyons parfaitement clairs. L'un et l'autre n'ont aucun problème à considérer que la force permet de réviser les frontières en violant complètement l'ensemble des dispositions légales contenues dans la charte de l'OSCE, charte de Paris, on l'appelle charte de Paris, de 1990, sous l'égide de l'époque, effectivement, CSCE, puis après OSCE, qui dit d'ailleurs que chaque pays, qu'il faut pas, il n'y a pas de zone d'influence, mais qu'évidemment il est interdit, mais c'est déjà dans la charte de l'ONU d'ailleurs de 1945, on ne peut pas réviser les frontières par la force.
Et donc vous avez exactement la même idéologie. L'indifférence à la vérité. Ce que certains appellent l'ère de la post-vérité. On pourrait appeler l'ère de la contre-vérité, de l'anti-vérité, peu importe. Donc vous avez cette espèce d'alignement idéologique. Et puis il y a un Trump tout à coup qui dit ça y est, je vais faire la paix avec monsieur la paix. Bon, c'est souffrance, c'est massacre, c'est horrible. Alors il désigne d'ailleurs jamais l'agresseur et l'agressé. Rappelez-vous la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui condamnait l'agression, en évidence, par la Russie de l'Ukraine. Et Trump, enfin les États-Unis de Trump, avec la Russie, la Corée du Nord et d'ailleurs Israël, plus quelques autres, ont voté contre cette résolution. Donc vous avez cet alignement idéologique. Et maintenant, il dit effectivement, mon objectif c'est de faire la paix. Alors là, maintenant, il se rend compte que la paix en 2 jours, bon, ou en 1 jour même, c'est pas possible. Alors peut-être la paix en 3 mois. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la paix ? La paix, nous sommes tous pour. Bien sûr que nous sommes pour la paix. Mais la paix qui prépare la guerre suivante, la paix qui repose sur l'oubli des crimes de masse commis par la Russie, l'oubli, la paix qui enterre pour une seconde fois les 70 000 au moins victimes de Mariupol, assassinées par les Russes, les victimes de Boutcha, les victimes d'Izium et d'autres lieux, je ne pourrais pas tous les énumérer. La paix qui dit finalement, la Russie peut conserver des territoires. Alors même que l'on sait que dans l'ensemble des territoires occupés par la Russie, ce sont tous les jours, je l'ai rappelé tout à l'heure, torture, exécution sommaire, viol de masse, déportation d'enfants. Est-ce que nous souhaitons donner à M. Poutine un permis de tuer, comme certains ont un permis de chasse ? Est-ce que, pour nous, démocraties occidentales, nous avons le droit de faire cela ? Et si le droit ne vous importe pas, si la morale ne vous importe pas, si la dignité ne vous importe pas, si la punition des crimes ne vous importe pas, eh bien pensons encore à notre sécurité. S'il fallait recourir à cet argument ultime, si aujourd'hui vous avez la paix de Trump qui s'établit, enfin la fausse paix, la paix, entre beaucoup de guillemets à paix, justement, la fausse paix de Trump qui s'établit, avec un soi-disant accord avec la Russie, Poutine ayant déjà violé quand même à peu près 100 d'accords et de conventions internationaux. Eh bien, tout simplement, ça voudra dire qu'il aura la possibilité de réarmer de manière massive, il aura la possibilité de reprendre des forces, et demain, nous, Européens, nous serons les prochains sur la liste. Alors ça ne veut pas dire que vous aurez demain des chars russes au Luxembourg ou aux Champs-Élysées à Paris ou à Londres. Non. Il y aura d'autres pays qui seront bien sûr en première ligne. Mais vous aurez derrière des intensifications de l'ensemble de ce qu'on appelle, de manière que je n'aime pas tellement, menaces hybrides, qui sont en réalité des véritables crimes. Attaques contre les hôpitaux. Menaces cyber contre les hôpitaux qui peuvent coûter la vie de patients qui sont opérés. Attaques contre les signalisations routières, de chemin de fer, qui peuvent faire que des trains se percutent, que des feux rouges ou verts fonctionnent de manière anarchique, causant des accidents. Vous avez déjà commencé à avoir des attentats terroristes en Europe, des incendies volontaires. Et l'ensemble des partis et des forces, parce que c'est ça l'objectif de Poutine, détruire profondément les règles fondamentales et les principes de nos démocraties. Et là, il pourra réussir. Il aura la possibilité de le faire. Donc effectivement, aujourd'hui, et je termine vraiment là-dessus, le sujet n'est pas de savoir si on peut faire la paix avec Poutine. On ne peut pas faire la paix avec Poutine. Il n'y a pas d'autre solution. Je le dis solennellement, que la victoire totale. Mais cette victoire, elle n'est pas un rêve. Elle est possible. Elle n'est pas. Excusez-moi. Elle est possible. Excusez-moi aussi. Non mais attendez. Tout à l'heure, il y a une place pour les questions. Elle est possible. Cette victoire, elle est possible. Elle n'est pas dans le rêve. Elle n'est pas dans le rêve. Mais encore faut-il le vouloir et être capable de tenir bon, d'avoir cette vision claire, lucide,
de ce qui est en train de se préparer. Je crois que si on n'a pas cette conscience-là, eh bien, demain, effectivement, c'est de l'intérieur nos démocraties qui seront défaites. Et je sais qu'il y a des forces qui le demandent. Oui, il y a des forces qui le demandent, il y a des forces qui poussent dans ce sens, qui proposent un autre modèle que celui de la démocratie libérale et de la liberté. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est urgent de ne pas leur donner raison et de comprendre que la guerre décisive, ce que j'ai appelé effectivement notre guerre, se joue effectivement ici et maintenant, et que nous devons la gagner. Je citerai pour finir peut-être une phrase d'une ancienne députée ukrainienne qui disait, parce que derrière, il faut revenir à celles et ceux qui se battent et qui luttent, et qui ont d'abord la conscience de ce qui se passe. Et qui disait, si nous continuons le combat, des milliers des nôtres vont mourir. Si nous cessons le combat, ce seront des millions. Merci beaucoup. Je vais compenser par deux questions. La première, c'est est-ce que nos dirigeants actuels en Europe sont conscients du danger du régime poutinien et des crimes de masse qu'il est en train de perpétuer? Est-ce qu'ils sont conscients ou ils sont ignorants? Ça, c'est une question. La deuxième, c'est toujours, on parle de plus en plus, depuis le début, on parle d'une possibilité d'une troisième guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, comme vous voyez, est-ce que c'est une possibilité réelle? Est-ce que c'est possible qu'on aille vers une troisième guerre mondiale? Ou est-ce que c'est simplement une excuse pour ne pas s'engager et pour ne pas défendre? Alors, deux très bonnes questions, et centrales. La première, est-ce que les dirigeants occidentaux, enfin, ou en tout cas européens, parce qu'on ne peut pas mettre Trump dedans du coup, sont véritablement conscients? J'allais dire, je pense qu'il y a un progrès tardif de cette conscience. Progrès tardif de cette conscience, mais, comment dire, il y a une conscience claire, d'ailleurs ça a été exprimé, aussi bien par Emmanuel Macron, par Keir Starmer, par Friedrich Merz, par d'autres. Bon, je pense qu'il y a une conscience quand même réelle que, effectivement, de la menace absolue et totale que représente la Russie. Oui, ça, je pense qu'il y a cette conscience. Mais il demeure une forme, comment dire, d'effroi devant le côté totalement radical de l'entreprise russe. C'est-à-dire qu'il y a toujours une tentation, que j'explique un peu ici, effectivement, j'explique pourquoi il y a ce mécanisme de dissonance cognitive, en fait, entre la conscience du danger et le refoulement du caractère absolu de la guerre. Et la volonté du coup de ramener la guerre dans une sorte de forme de guerre classique, pour autant qu'une guerre classique n'eût jamais existé. Et je pense qu'il y a cette espèce de crainte, c'est-à-dire qu'il y a un peu les deux. Il y a les deux, à la fois conscience et puis une sorte vraiment d'effroi devant l'idée que il faut y aller et qu'à un certain moment il faut prendre conscience du fait qu'on n'a jamais gagné une guerre en la conduisant par derrière et en ne la faisant pas. Et je comprends que pour des dirigeants, ce soit quelque chose d'effrayant et de tragique. Mais je pense qu'on a encore, je dirais, cette réalité. Et c'est aussi pour ça, par rapport aux crimes de masse, que je pense qu'un certain nombre de dirigeants hésitent encore à les nommer et à les caractériser comme tels. Maintenant, la possibilité d'une troisième guerre mondiale, encore une fois, c'est un récit d'abord effectivement forgé par la Russie, pour des raisons à la fois, je dirais, intérieures, puisque c'est aussi un discours pour le peuple russe, avec une série de discours, d'ailleurs, que j'analyse un peu là-dedans, mais qui sont aussi des discours qui empruntent à un certain nombre de schémas, à une idéologie assez ancienne, y compris où vous avez des Medvedev, le mec du FSB là, qui s'appelle le patriarche Kirill, enfin soi-disant patriarche, vous avez des gens de ce type-là.
qui effectivement convoque les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui parlent de la rédemption. Vous aviez Kirill qui disait d'ailleurs aussi que les soldats russes qui seraient tués, ils iraient au paradis où ils jouiraient Bon, c'est à peu près la même chose que le discours de l'État islamique sur les 77 vierges. Hein. C'est assez frappant. Il y a une sorte de similarité entre des discours des radicaux islamistes et de la Russie d'aujourd'hui. La figure de l'antéchrist. Donc vous avez tout ceci sur le plan interne et de l'extérieur surtout effrayé. Alors d'abord, effectivement, il y a 2 scénarios. Le premier scénario, c'est effectivement celui que certains redoutent d'une 3e guerre mondiale nucléaire. Je ne pense pas effectivement que malgré tout, on soit, je dirais, au seuil de cette catastrophe nucléaire dans laquelle tout le monde serait effectivement anéanti. Pour une raison très simple, c'est d'abord que Poutine personnellement tient à sa vie. À titre personnel, je pense qu'à titre personnel, il a une peur de la mort, d'ailleurs qu'on a vu très bien pendant l'épidémie de la Covid-19, avec vous savez, les longues tables, les précautions invraisemblables. Lui-même, quand il se déplace, il a toujours ses goûteurs, sa nourriture, enfin c'est un truc complètement invraisemblable et inédit pour les dirigeants des grandes puissances mondiales. Même Netanyahou, qui est pourtant assez précautionneux sur le plan de la sécurité, ne fait pas ça. Ni le président américain, ni Xi Jinping. Enfin bon, donc on est dans une forme de paranoïa et de peur de la mort invraisemblable. Ensuite, vous avez une sorte de peur. Vous avez aussi quand même des gens derrière. C'est-à-dire que la chaîne du commandement russe, ça suppose aussi qu'il y a un certain nombre d'autres personnes qui acceptent de se suicider. Que ce soit le chef d'État, le ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées, plus après tous les exécutants sur la ligne. Donc je pense qu'on n'en est pas là et que c'est surtout un argument rhétorique. Alors vous allez me dire, il y a toujours un risque. Il n'y a pas de risque zéro absolu. Mais l'analyse, effectivement, et même à un certain moment, Biden l'avait reconnu, lui pourtant qui était sensible à ce risque-là, que le risque était quasiment infinitésimal. Encore une fois, on n'est pas sur un risque zéro. On n'est pas dans un risque zéro, jamais. Mais sauf que si à un moment on cède devant cette peur de ce risque, ça veut dire qu'on dit que n'importe quel pouvoir qui dispose de la bombe atomique, y compris la Chine vis-à-vis de Taïwan ou d'autres, demain l'Iran sans doute, etc., il faut leur céder tout. Ensuite, vous avez l'autre scénario qui est une 3e guerre mondiale conventionnelle. Très bien. Là, la Russie ne tient pas 2 jours. C'est-à-dire que quand vous regardez les forces de l'OTAN par rapport aux forces russes, sur le plan conventionnel, si on a une guerre de haute intensité, aujourd'hui, je veux dire, l'OTAN gagne sans aucun problème. De toute manière. Je veux dire, et donc ce n'est plus un scénario, si vous voulez, qui devient un scénario de risque majeur. Voilà, maintenant, il y a la possibilité de poser des questions si vous avez une question. Je vous prie, si vous avez une question, qu'elle soit une question, pas 3 en même temps. Je passerai moi-même vous tendre le micro, que vous puissiez poser une question si quelqu'un a une question à poser. Il ne fonctionne pas le micro. 1, 2, 1, 2, voilà. C'est pour la reprise. Dans la salle, on entend. Voilà, vous avez une question. Vous pouvez la poser. Bon. C'est pour la reprise. Oui, c'est pour la reprise. Je tiens le micro. Je tiens le micro. Ah oui, d'accord. Mon nom est Armand Kless. Non. D'une part, vous dites la Russie dans une guerre conventionnelle pure, ce qui est un scénario possible mais invraisemblable. Pourquoi une guerre s'arrêterait? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'escalade? Elle ne tiendrait pas 2 jours, n'est-ce pas? Mais d'autres part ont dit oh, la Russie, et tout le monde le dit, pas seulement sur LCI, et tous les experts allemands, etc. Mais la Russie était une menace énorme pour l'Europe. Elle ne se contenterait pas de l'Ukraine, elle va attaquer les États baltes et puis la Pologne. Si ce n'est pas en 3 ans, c'est en 5 ans. Le gouvernement danois a ce scénario de 5 ans. Donc il y a là un paradoxe énorme. Ou bien la Russie est faible ou elle est forte. Il faut se décider. On va parler là-dessus. Voilà.
Je vous laisse parler là-dessus, le paradoxe, M. Tenzer. Oui, bon, je Est-ce qu'il pense y a pas. un paradoxe ou pas? Enfin, je vois très bien de quel côté vous êtes. Vous êtes du côté de la Russie, mais ce qui est votre droit. Non. Non, bah- Je suis russophile, mais en termes culturels. Non, mais attendez, non, mais la question n'est pas là. Je suis C'est- anarchiste. Moi, je suis Ah, bon. Ah ben voilà, un anarchiste, c'est plutôt de droite. Pardon, mais c'est vrai, j'en ai un. Les anarchistes sont en général plutôt de droite que de gauche, les faux anarchistes. Mais non, mais je veux dire, vous n'étiez pas là au début, mais personne ne vous en fera le reproche. Bon, très bien. Mais déjà, quand vous désignez même LCI, moi, je n'ai pas d'attache spéciale avec LCI, je ne suis pas payé par LCI, ni par personne d'ailleurs. Donc, je veux dire, ce n'est pas le sujet. La plupart des gens qui interviennent sur LCI ne sont pas payés. Donc, soyons parfaitement clairs là-dessus. Pardon ? Non, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Non, mais attendez, si vous êtes sur le mensonge, vous pouvez être sur le mensonge. Non, vous savez bien qu'ils sont payés. Non, totalement La pas. brave Berman, Sylvie Berman. Ah ben, il y a des gens qui sont des consultants attitrés sur une chaîne et il y a des gens qui sont invités. C'est deux statuts complètement différents. Donc, Vous n'êtes pas payé. non, je ne peux pas payer. Ah, dommage. Non. Dommage. Non, je suis désolé. J'aimerais bien, mais malheureusement, non. Donc, passons aux choses sérieuses. C'est-à-dire, voilà, paradoxe. Mais je vois, attendez, le paradoxe, il est simple. D'abord, la première réalité, je l'ai appelée au début, mais je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit au début. La première réalité, ce sont les crimes de masse commis par la Russie. Et si vous, à partir du moment où vous niez ces crimes de masse, c'est comme si vous niez la Shoah. On est exactement, ou le génocide arménien, ou le génocide commis par les Hutus sur les Tutsis. Vous êtes dans le négationnisme. Et que si vous êtes dans le négationnisme, c'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas ces crimes de masse, eh bien ça veut dire que vous êtes du côté de la Russie. À partir de là, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais votre parole est totalement invalide. S'il n'y a pas une reconnaissance première de ces crimes, quelles que soient après les solutions dont on peut discuter. Et là, on peut en discuter. Je discute souvent avec des gens, y compris sur LCI ou sur d'autres chaînes, avec lesquels je ne suis pas d'accord. Sur après, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, sur les scénarios, sur plein de choses de ce genre-là. Sur LCI, tout le monde est d'accord. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a plein de gens, avec lesquels on s'oppose. Un seul critique sur LCI. Écoutez, vous en avez cité un tout à l'heure qui passe souvent sur LCI aussi, Monsieur Boniface, que je connais très bien d'ailleurs. Et voilà, il passe souvent sur LCI. Vous avez plein d'autres personnes. Je ne vais pas citer tous les noms de ceux qui passent sur LCI, avec qui d'ailleurs il nous arrive de nous accrocher. Et c'est d'ailleurs normal qu'il y ait un pluralisme, que je ne conteste absolument pas. Donc, encore une fois, vous avez cette première chose. Paradoxe, effectivement. Le paradoxe en tant que tel, c'est qu'aujourd'hui, la Russie est à la fois faible et forte. Elle est faible par rapport à ce qu'elle pensait, par rapport à ce qu'elle estimait être. La seconde armée du monde, on a connu effectivement les débâcles au début de la guerre. On voit effectivement, je l'ai rappelé tout à l'heure, que les conquêtes de l'Ukraine ont été extrêmement mesurées, qu'elle a quand même eu quelques problèmes dans la région de Koursk, qu'elle peut être parfaitement vaincue. Mais en même temps, elle est forte de notre faiblesse, parce que précisément, nous n'avons pas donné suffisamment d'armes à l'Ukraine, que nous ne sommes pas intervenus en Géorgie, que nous n'avons pas stoppé les crimes de masse qu'elle a opérés en Syrie. Elle s'est de fait renforcée. Nous aurions, comme je le suggérais déjà en 2008, dès le moment arrêté la progression de la Russie, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et des centaines de milliers de victimes, concrètement, auraient été sauvées. Et moi, je suis effectivement d'abord dans la pensée des victimes, de celles et ceux qui ont été tués, assassinés délibérément par la Russie. Et ça, vous ne pourrez rien, parce que ce sont des faits. Maintenant, si on laisse effectivement 3 ans ou 5 ans à la Russie, que si les États-Unis, par exemple, lèvent les sanctions, eh bien sûr, elle va devenir encore plus dangereuse. Elle va évidemment se réarmer. Et la crédibilité de l'Occident dans sa capacité de dissuasion va diminuer. Bien sûr. Et que le risque, dans ce cas-là, d'une Russie plus forte, va nécessairement monter. Donc ce n'est pas, si vous voulez, un paradoxe d'une certaine manière. C'est juste une certaine réalité économique et militaire. Voilà, et je pense que là-dessus, voilà, effectivement, aujourd'hui, nous avons une occasion unique de défaire militairement la Russie en Ukraine. Il ne s'agit pas d'autre chose, il ne s'agit pas d'aller à Moscou, ce n'est pas le sujet, soyons parfaitement clairs là-dessus. Et si demain, effectivement, nous ne le faisons pas, la Russie se renforcera et deviendra une menace beaucoup plus importante encore qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Excusez-moi, je ne vous entends absolument pas. Il faudrait pas. Je suis un peu sourd, donc si vous une voix plus forte. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que le conflit russo-ukrainien remet en cause, et comment il remet en cause le... Je suis désolé. Venez ici, parce que sinon, j'ai bien entendu monsieur tout à l'heure, ça, il n'y avait aucun problème, mais je vous entends un peu mal. Ma première question, c'est comment le conflit russo-ukrainien remet en cause le modèle traditionnel de Clausewitz de la guerre. Et ma deuxième question, c'est si paix il y aura entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que ça pourra se faire sur la base d'un traité du type westphalien qui mettrait un certain équilibre des puissances, ou alors il faudrait forcément limiter la puissance russe pour éviter sa pensée expansionniste? Alors, première question, est-ce que le modèle de la guerre... Alors, le vrai sujet, c'est qu'en fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai modèle de la guerre, en réalité. C'est-à-dire que vous avez, chaque guerre, en fait, est d'une certaine manière différente, même si chacune emprunte à des guerres passées certaines de ses caractéristiques. La première chose, c'est comment l'on comprend la guerre. Ce n'est pas tellement le modèle militaire. Alors, le modèle militaire, on a vu des choses qui étaient, si vous voulez, à la fois connues. Par exemple, regardez le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Jean-Loup Bureau, qui avait fait un très beau documentaire sur la guerre, disons 2014-2022, donc la période d'avant la guerre totale, et où il montrait, ça s'appelait Tranchées. Et donc il montrait qu'il y avait sur la conduite de la guerre, enfin ou sur les caractéristiques physiques de la guerre, quelque chose qui ressemblait effectivement à la Première Guerre mondiale. Mais en même temps, si on essaye de comprendre cette guerre, ce n'était pas une Première Guerre mondiale, c'était déjà une guerre de destruction. C'était une guerre effectivement qui visait déjà à annihiler en partie le peuple ukrainien, même si on n'était pas encore dans la guerre totale de destruction que la Russie a conduite à partir de 2022. Là, on est sur un modèle, effectivement, qui est un modèle, comme je disais, de guerre totale, c'est-à-dire on vise véritablement à détruire, on vise de manière prioritaire les populations civiles, au-delà des combats entre les forces armées, si vous voulez, et on vise effectivement à subjuguer complètement un pays, en même temps qu'on essaye de diffuser, enfin côté russe, évidemment, une série de récits de plus en plus invasifs, que ne pouvaient le faire d'autres combattants dans des guerres antérieures. La propagande, si vous voulez, russe est beaucoup plus invasive d'une certaine manière que la propagande nazie, aussi parce qu'il y a les technologies qui n'existaient pas à l'époque, enfin, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent jouer aussi, évidemment, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Après, vous avez des caractéristiques techniques de la guerre qui sont différentes. Par exemple, ça a été beaucoup mis en valeur par les experts militaires, des guerres des drones, c'est-à-dire que l'utilisation des drones massifs, c'est quelque chose qui est vraiment très caractéristique dans cette guerre, que les Ukrainiens ont d'ailleurs compris d'abord, les Russes après s'y sont mis un peu aussi, mais les Ukrainiens ont compris combien c'était une arme absolument décisive sur le champ de bataille tel qu'il est, je dirais, aujourd'hui. Deuxième question sur traité de paix. Moi, je pense qu'il y a des très bons exemples de traités de paix. Je veux dire, après 1945, quelques années après, vous avez eu un traité de paix, je dirais, entre l'Allemagne et les puissances avec lesquelles l'Allemagne nazie était en guerre. Vous avez eu des traités de paix entre le Japon ex-impérial, voilà, parce que tout simplement l'Allemagne était redevenue, enfin l'Allemagne de l'Ouest, une démocratie. Et que le Japon aussi était devenu une démocratie. Et donc à partir du moment où vous avez une démocratie, que vous n'avez plus d'intention belliqueuse, en plus il y a eu un certain nombre de sanctions et de restrictions à l'époque qui sont peut-être en train d'être levées pour d'autres raisons, 80 ans après, pour le Japon et pour l'Allemagne, hein, en termes de réarmement, de forces militaires, etc. Vous pouvez avoir effectivement à ce moment-là un traité de paix. Mais avoir un traité de paix aujourd'hui avec la Russie telle qu'elle est, c'est juste, me semble-t-il, la promesse d'une nouvelle guerre. Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la Russie a violé plus de 100 traités et conventions internationaux. Donc, imaginez aujourd'hui une paix avec la Russie telle qu'elle est, me paraît d'abord le contraire de la paix, malheureusement. La paix, on la souhaite, et les Ukrainiens sont d'ailleurs les premiers, évidemment, à souhaiter la paix. Bien sûr qu'on souhaite tous la paix. Mais si c'est pour préparer une guerre encore plus terrible, encore plus vaste, en donnant plus de moyens encore à la Russie, je pense que c'est effectivement un jeu de dupes tragique, dont les conséquences en termes de mort seront absolument épouvantables. Alors, madame, derrière.
Oui, venez, je vous en prie. Mhm. So my question is this: in the last 4 years, 3 years since the war started. If you can come, because I don't hear very well, especially. In the last 3 years since the war started, the message was Ukraine shouldn't lose, Russia shouldn't win, and there was Depuis 3-4 ans. Non, mais moi je comprends. Ah oui, pour le reste de la salle, ah oui, d'accord. D'accord. Okay, no problem. So fine. and even nowadays, now we see that the Trump in US, the situation is changing, and still we continue to live in this paradigm: Russia shouldn't lose, Ukraine shouldn't win. How long do you think this will go? Do you see any changes in that paradigm? Is there any shift happening? Is there anything Europe would be thinking differently in terms of the leadership? So what's your view on that? Well, I think you're perfectly right when it comes to Trump, because Trump, I think, is not in this. It's, I want peace, whatever I mean the situation, and whatever follows the so-called peace. So even I mean it's worse than before. But what is true is that probably most of the Western leaders, in the past years, have been Biden, but also until at least 2023 or beginning of 2024, Emmanuel Macron. That was also the case for Chancellor Scholz and for some others. The idea was, well, basically it will be very difficult to to have a full victory of Ukraine, but we must, in a way, be in a kind of damage control situation. Yes. That was the idea, which was, in my view, very wrong, but also up to a certain point criminal. Yeah. Because, in fact, by not helping, Ukraine sufficiently, the Western leaders were guilty of enabling the crimes. And in fact, they could have saved dozens of thousands of lives. They didn't want to. And I think that was the truth at that very moment. And for me, giving my own inheritance as well, and my own legacy, I'm feeling a kind of guilt for not having convinced enough, probably some of the Western leaders, just to behave otherwise. So that was the real point. And that's why I was saying, but also you had some leaders who said exactly the same, some of the Nordic leaders, Baltic state leaders, Polish leaders, Czech leaders saying, well, basically the very one situation is not, we must help Ukraine as long as it takes, but whatever victory it takes, or whatever it takes. That must be the right sentence. And the right sentence is certainly to have very clearly defined a war aim. What I call war aim, our own war aim. And our own aim is, as I say, the full victory of Ukraine. And then the radical defeat of Russia. I think we have completely to change this paradigm. Do you see it changing? Probably, it hasn't changed fully, but there is a better understanding right now among some leaders, including mentioned Emmanuel Macron, or Keir Starmer, on probably Friedrich Merz, and certainly Donald Tusk and some others. There is a better understanding that we cannot, stand in the middle. There is no middle way situation, no middle ground. And I think that will be a major failure from the West, just to accept that there could be a kind of middle ground, because, basically any kind of status quo will be completely let's say, not sustainable and not stable at all. There is no stabilization. To have a peace, when we are talking peace, would be a kind of stable situation. But we are not in a stable situation. Yeah. Because of the willingness of Russia. So we have to make this paradigm shift. We are not fully up there, but I am rather confident that it will come. What decisive in this process is, of course, for the EU to oppose Trump's willingness to make, a sham peace. Basically, the real problem is, especially in the UN Security Council, among the five, what we call the P5 members, the five members of the UN Security Council, the real problem was we were 3 against 2, and now we are 2 against 3.
I mean, there is a full shift of the US, and I am not confident. Some people say, well, finally, at the end of the day, Trump will behave a more rational way and understands that, of course, he will appear to a very feeble leader, be a failed leader, if he accepts, to compromise with Russia. The fact is that there is no rationality, in Trump's mind or G.D. Vance's stance. So we have certainly to oppose it. That's why, strategic autonomy is not because we are pleading for this move since a very long time, because we were still aware with Obama and Biden that we cannot trust, the US credibility. But the problem is that right now, basically we have, a situation in which the US has completely changed, changed side. It's siding with Russia, basically. Very quickly. Very quickly. That was expected by some. Even by some of my US American friends, but many were still in a kind of denial, including, the never Trump Republicans, whom I know. Thank you. So let's hope. And let's work, in this direction. Encore une question? Oui, merci beaucoup déjà pour votre intervention. En fait, c'est des questions qui ne sont pas directement liées à la guerre avec l'Ukraine et la Russie, mais d'accord, c'est par rapport à la Chine. Alors, si j'ai une question à choisir, aujourd'hui, est-ce que les Européens ont pris conscience avec la montée de Trump qui arrive au pouvoir? Est-ce qu'on va avoir la même situation avec la Chine et Taïwan, où l'Europe sera à un moment donné obligée de se positionner et aussi prendra une conscience tardive sur le risque chinois ou pas? Alors, très, très, très bonne question. Alors, il y a 2 points. D'abord, il y a un premier point qui est lié sur, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de discussions sur où est-ce que la Chine se situe par rapport à cette guerre. Certains disent oui, mais en fait la Chine ne voit pas ça d'un très bon œil, mais en même temps elle ne peut pas complètement abandonner la Russie. Moi je pense personnellement qu'aujourd'hui la Chine est quand même complètement du côté de la Russie et qu'il ne faut pas être dans le déni de ce point de vue-là. Que Xi Jinping, ce n'est pas exactement Jiang Zemin et Hu Jintao, ses prédécesseurs, qu'on est sur un autre schéma complètement différent, et qu'il y a en fait une même volonté de Xi Jinping de complètement détruire l'ordre mondial, les règles de base de l'ordre mondial, les règles de droit, etc. Qu'on n'est plus dans le schéma qui est une sorte de lieu commun qu'on entendait jadis. La Chine veut changer les règles, mais elle reste dans le jeu. Là, on est sur quelque chose de différent. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle aime la guerre, parce que trop de guerre, ça la gêne sur le plan économique et commercial, et ça, elle sait que c'est vital pour elle. Mais en même temps, elle aide de fait la Russie. Je veux dire, fourniture de composants, sans doute d'armes, achat de pétrole, etc. Donc on est quand même dans un soutien de fait. Je pense que les Européens doivent le comprendre. Ils doivent comprendre qu'il y a un certain moment où il va falloir, je dirais, sur le plan, en tout cas économique, on le sait, beaucoup plus fortement contrer la Chine en termes d'investissement dans plusieurs zones du monde. Et il va falloir être beaucoup plus sévère, je dirais, avec la Chine de ce point de vue-là. Sur Taïwan, moi je pense que Trump va complètement abandonner Taïwan. Trump s'en moque complètement. Il se moque de Taïwan, il se moque des Ouïghours, il se moque du Tibet, il se moque de Hong Kong, exactement de la même manière qu'il se moque de l'Ukraine. Ça, c'est aussi la réalité. Et donc, le vrai problème, c'est que les Européens, moi, je pense qu'ils peuvent effectivement, qu'ils ont tout à fait les moyens, je dirais, de s'opposer à la Russie en Ukraine et en Europe. Là, je pense qu'il n'y a pas de problème en termes de capacité. Je ne dirais pas exactement la même chose, vu l'éloignement aussi, etc. Puis malgré tout, les forces de l'Europe, je dirais, pour contrer la Chine sur Taïwan. Ça, je suis beaucoup moins optimiste là-dessus, en termes de rapport de force, tout simplement. C'est encore une question. Moi, j'ai encore une question. À la fin, oui, encore une question. Il y a monsieur qui est là, oui. Ah, je tiens. Oui, puisque vous aviez parlé de Taïwan, de la Chine, enfin la question a été posée. Moi, ce que je vois, c'est que la France, du coup, est quand même une puissance présence dans le Pacifique. Et donc, elle ne pourra pas faire comme s'il ne se passait rien en cas de non-intervention de Taïwan, de non-intervention américaine sur Taïwan. On parle du réarmement, en tout cas dans les mots pour l'instant. On n'a pas encore vu les commandes publiques sonnantes et trébuchantes arriver
auprès de l'industrie de l'armement français. Est-ce que vous pensez que la France risque là aussi de perdre beaucoup de son prestige, c'est pas forcément le mot adéquat, mais disons de sa puissance dans le Pacifique par ricochet en fait? Alors je pense que c'est l'un des vrais sujets, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois même pas la France. Enfin, l'Europe, il faudrait que ce soit l'Europe, parce que la France, encore une fois, la France sans l'Europe, malgré tout. Quand je dis l'Europe, c'est l'Europe au sens large, c'est pas uniquement l'Union européenne, puisque je mets des pays comme le Royaume-Uni ou la Norvège, j'ai presque envie de dire le Canada, dedans. Voilà, donc je veux dire, c'est quand même ça ce qui est fondamental. Mais le vrai sujet, c'est est-ce qu'on va être capable, dans les 10 ans qui viennent, de bâtir une alliance militaire suffisamment forte qui inclut non seulement tous ces pays-là, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, quand même nos alliés dans la zone. Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, Taïwan même, qui est quand même un de nos alliés fondamentaux. Il ne faut pas l'oublier. Là aussi, on est quand même, je trouve qu'on n'est pas assez, comment dire, pardon, c'est un anglicisme, assertif, je veux dire, on n'est pas assez volontaire, je dirais, aussi dans la reconnaissance, je dirais, de Taïwan comme pays, nation, État, volonté que j'emploie ces mots, démocratique. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, notre présence, malgré tout, on est présent dans le Pacifique, on est présent aussi parce qu'on a des points d'attache, parce qu'on a une partie on a quelques bâtiments. Mais je veux dire, quand vous voyez, regardez leur dernier rapport du Pentagone de décembre 2024, qui fait un détail, c'est un rapport public, hein, détail de la force chinoise. Voilà. Et sur certains domaines, ils ont déjà, notamment sur la marine, ils ont déjà outrepassé la force de la marine américaine. Enfin, pour dire que l'enjeu, vous voyez bien, l'enjeu, il est. Enfin, je ne suis pas en train d'apporter une réponse ni d'être défaitiste, c'est pas mon genre, mais il est quand même considérable. Et le réveil va bien au-delà du réveil. Pardon, excusez-moi. Le réveil militaire va bien au-delà de ce dont on parle actuellement. Absolument, absolument. Réarmer l'Europe pour défendre l'Ukraine, ou en tout cas notre modèle démocratique. Ce réarmement, il doit être d'une ampleur mondiale. En fait. Oui, mais c'est là où aussi on a un vrai sujet de limite. On a un vrai sujet de limite, bien sûr. Mais bien sûr, sur le principe, oui. Voilà. En même temps, c'est quand même plus compliqué. Là, on entre sur. Encore une fois, je veux dire, je pense qu'on peut facilement passer à 4 ou 5% de budget consacré à la défense. Ça ne me paraît pas du tout considérable. Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas un effort, hein. C'est un effort, oui, bien sûr, mais enfin, je veux dire, c'est tout à fait faisable. On n'est quand même pas, je dirais, sur des points, pour l'instant, aujourd'hui, pour rivaliser avec la puissance chinoise. La réalité, c'est ça. Après, je dirais, la puissance chinoise, elle peut être aussi, par certains moments, surévaluée. Notamment, je me rappelle des économistes dans les années 2010 qui disaient, ça y est, en 2025, la Chine va être la première puissance mondiale, et économique, hein, j'entends, pas militaire, et va distancer les États-Unis. On a vu que, c'était complètement faux, et on ne sait même pas aujourd'hui, d'après ce que disent les économistes, je ne suis pas économiste, si la Chine dépassera véritablement les États-Unis, jamais. Celui de Trump est en train de faire suffisamment de dommages à l'industrie américaine pour qu'on puisse se poser la question à nouveau. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette conférence. Monsieur Tenzer, vous avez donné des aspects sur notre guerre dans laquelle on est dedans. On a bien l'impression qu'on est dans un processus où la guerre restera présente les prochaines années comme discussion, aussi comme probabilité, comme réalité. C'était un peu une faiblesse de nous les Européens dans nos démocraties. Nous avions pensé après la Deuxième Guerre mondiale qu'il n'y aurait plus jamais de guerre chez nous et autour de nous. Nous sommes en train de nous réveiller lentement, mais ça prend beaucoup de temps, comme vous avez dit. Mais je pense que vous avez bien fait comprendre que la paix, elle n'est pas pour demain et qu'on ne sait pas encore comment faire avec les Russes pour arriver à un accord, parce que l'accord ne pourra pas être dans le sens que les responsables des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide puissent partir innocents, puissent être innocentés. Ça serait un mauvais départ. Je vous remercie d'être venu chez nous au Luxembourg pour nous soulever un peu le voile de cette grande problématique de la guerre et de la paix en Europe et autour de nous.
Merci beaucoup à vous tous aussi qui avez été ici et je vous souhaite une bonne rentrée chez vous. Merci beaucoup.